Voilà, pas Ouais, mal. ça va. Je peux me mettre un peu plus loin, comme ça. Bonjour Sylvie Kaufmann. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Alors cette épidémie de coronavirus, elle bouleverse évidemment tout sur son passage, y compris la géopolitique, États-Unis, Chine, Europe. On va en parler dans le détail. Mais d'abord, est-ce que vous avez été surprise de voir qu'on n'a pas pu répondre au niveau mondial à cette crise, ni au niveau du G20, du G7, ni au niveau des Nations Unies? C'est une surprise ou pas? Pas vraiment, parce que ce qu'on peut dire de la géopolitique de cette crise ou des conséquences géopolitiques de cette crise dans un premier temps, c'est qu'elle a accéléré. Cette crise a vraiment accéléré de manière très brutale et assez choquante, mais des tendances qui étaient déjà à l'œuvre dans l'ordre international mondial. Si vous voulez, on voyait bien déjà avant la crise que cet ordre international qui est hérité de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, qui est l'ordre organisé par les États-Unis au XXe siècle, était déjà très mal en point, que la mondialisation était critiquée, que l'ONU avait énormément de mal à fonctionner, que le Conseil de sécurité était bloqué sur la Syrie de manière permanente, que le G7 ne marchait pas très bien non plus, le G20 faisait à peu près son effet, mais que l'OMC était aussi un peu en panne. Voilà, on avait déjà un phénomène qui était très visible et qu'on analysait beaucoup, non pas de désagrégation, mais de détérioration très nette de l'ordre international. Donc voilà, le choc, la violence du choc de cette pandémie a vraiment accentué tout ça, mais c'est assez spectaculaire. La déflagration générale est vraiment spectaculaire. Autre nouveauté avec cette crise, c'est qu'elle a été gérée pour partie par des pouvoirs populistes. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Poutine, Orban, alors pouvoir autoritaire aussi. Est-ce que ça change quelque chose dans la possibilité d'une réponse coordonnée mondiale? De toute façon, il y avoir un moment où politiquement, il va falloir rendre des comptes. Et on va établir une sorte de tableau de qui a réussi, quel régime a bien fonctionné et quel régime a mal fonctionné. Et évidemment, cela va se faire suivant des critères qui ne sont pas forcément les critères classiques de qualité, ou en tout cas nos critères démocratiques à nous. C'est-à-dire, on voit que la Chine se targue d'avoir bien géré sa crise, puisque le nombre de morts en Chine est bien inférieur au nombre de morts aux États-Unis ou en Europe. En réalité, on ne sait pas si la Chine a vraiment bien géré sa crise, d'abord parce qu'on ne sait pas si les chiffres qu'elle nous fournit sont exacts, et ensuite il y a quand même ces doutes énormes sur l'origine de l'épidémie qui est partie de Chine. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ces laboratoires de Wuhan. Donc là, pour l'instant, il y a une opacité qui est une caractéristique des régimes autoritaires, mais qui nous empêche de voir vraiment ce qui s'est passé. La grande surprise, c'est la faiblesse de la première puissance mondiale. Donald Trump s'est révélé incapable de gérer de façon efficace cette crise. Il a pris des mauvaises décisions, il avait coupé les crédits de la recherche, il a même remis en cause le bureau des épidémies avant la crise. Et voilà que tous les emplois créés avant la crise sont détruits, plus de 20 millions de chômeurs en une semaine. C'est ça, au fond, le bilan de Trump. C'est une grande faiblesse, voire un désastre. Alors, il y a deux choses. Il y a le modèle américain et il y a la gestion par le président Donald Trump. Alors, la gestion par Donald Trump, vous venez de la décrire, elle est effectivement assez catastrophique, en tout cas vue d'Europe. Au début, il a commencé par minimiser la maladie, il a dit que c'était une grippe, il a dit que ça serait terminé très rapidement, qu'il y aurait 0 mort. Enfin bon, il a été obligé de changer de stratégie. Ensuite, il s'est disputé avec les gouverneurs, notamment celui de New York et celui de Californie, et ceux dont les États étaient les plus touchés. On a assisté même à une crise du fédéralisme américain, d'une certaine manière, parce qu'on a un président qui encourage des manifestants à se révolter contre leur gouverneur. Enfin bon, donc on a
en effet une gestion, je ne parle pas des épisodes où le président a même suggéré qu'on pouvait s'injecter du désinfectant puisque ça marchait pour nettoyer les surfaces. Enfin voilà. Donc on a en effet un président en action qui pose énormément de problèmes avec des conséquences assez lourdes pour son pays. Et puis on a un modèle américain qui, en effet, révèle ses faiblesses. Ce n'est pas la première fois, on l'a vu déjà pendant la crise financière de 2008, c'est-à-dire que dès que l'économie accuse un gros choc, on a immédiatement des millions de chômeurs, des gens qui sont licenciés du jour au lendemain, qui ont beaucoup moins de protection et d'indemnisation que nous l'avons en Europe. Il n'y a pas de filet de sécurité sociale à proprement parler aux États-Unis. Perdre son assurance maladie quand vous êtes en pleine épidémie, c'est assez dramatique sur le plan humain. Donc là, je pense que ça, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences assez lourdes. Est-ce que, pour revenir à la géopolitique, les États-Unis et Donald Trump doivent se donner un nouvel ennemi? Alors peut-être qu'il l'était déjà, mais là, il y a une mise en scène de l'ennemi à travers la Chine. Donald Trump décide de parler du virus chinois, de marteler cette expression pour aussi retrouver une certaine forme de puissance face à la vulnérabilité du modèle américain? Oui, bien sûr, il y a cette idée d'attaquer la Chine pour trouver un peu, pour essayer comme dérivatif d'une certaine manière, pour masquer ses propres erreurs de gestion. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, cette crise accélère les tendances déjà à l'œuvre. Sur le plan international, et la rivalité, la compétition et l'affrontement sino-américain entre la Chine et les États-Unis était déjà une réalité du monde pré-crise. Donc là, on voit cette compétition s'exacerber avec la montée en puissance de la Chine qui essaye de manière très spectaculaire et très visible de se servir de cette crise pour montrer que son modèle est le plus efficace et le meilleur. Je vais vous montrer cette vidéo. Regardez. In many movies, one single American can save the world. However, in reality, when the mankind facing a big crisis, it is China who stands out and save the world. Ça veut dire quoi, ça? C'est complètement nouveau? Alors, ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus accentué que ce qu'on avait vu avant. C'est-à-dire que déjà avant, on voyait que la Chine, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, avait quitté cette stratégie d'ascension discrète qui était en réalité la stratégie initiale de Deng Xiaoping. Là, on voit que la Chine veut faire de cette crise une opportunité, ce qui est amusant parce que le mot crise en chinois veut aussi dire opportunité. Donc là, on est vraiment dans la logique chinoise d'une certaine manière, et montrer que la Chine a un modèle supérieur à celui des États-Unis. Et comme les États-Unis, sous la conduite de Donald Trump, sont en retrait sur le plan international. On voit bien là vraiment dans cette crise, les États-Unis ont abandonné toute prétention au leadership mondial. Ils ne s'en occupent même plus. Ils ont tourné le dos aux alliés européens dès le début de la crise en fermant les frontières sans même les alerter. Ils ont suspendu leur financement à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui logiquement devrait être l'organisation internationale la plus importante en ce moment pour la communauté mondiale. Donc on est vraiment là dans une compétition féroce de ces deux modèles, et la Chine essaye d'en tirer le meilleur parti. Ça veut dire que les Chinois, le projet de Pékin, c'est d'exploiter les difficultés des Européens également? Alors, je ne pense pas que ce soit un projet, mais c'est un moyen. Ils en profitent, ils en tirent parti. Ils voient que le modèle américain est affaibli. Ils voient que les États-Unis sont absents de la scène internationale. Ils voient que l'Europe est en grande difficulté dans cette crise sanitaire. Et donc, en effet, ils déploient cet outil qui est qu'on appelle maintenant la diplomatie du masque,
en disant, voilà, nous, on peut vous apporter de l'aide humanitaire. Ça n'est pas de l'aide en général, hein, c'est payé, c'est payant, mais en effet, ils en tirent le plus grand parti possible sur le plan de la propagande. Alors, ça n'est pas totalement nouveau non plus. Ce qui est nouveau, c'est l'intensité. Hein. Xi Jinping a déployé cette stratégie des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, depuis déjà quelques années, qui sont en réalité un déploiement d'infrastructures et de financement d'infrastructures à travers le monde, avec des prêts financiers, c'est une stratégie d'influence en réalité. Et une partie de ces routes de la soie s'appelait la route de la soie de la santé. On n'y avait pas tellement fait attention parce que, en effet, les pandémies n'étaient malheureusement pas la priorité de nos préoccupations. Maintenant, je crois qu'on peut vraiment douter du succès de cette stratégie. Elle est impressionnante, elle est spectaculaire. Est-ce que ça va marcher? Je pense que c'est une stratégie à double tranchant, parce que quand vous exposez beaucoup aussi à ce qu'on vous regarde et à ce qu'on scrute ce que vous êtes en train de faire et à ce qu'on essaye d'enquêter sur. Voilà, on le voit bien avec tout ce qu'on essaye de savoir sur l'origine de ce virus. Alors face à ces deux géants, États-Unis, Chine, il y a l'Europe. Il y a l'Europe qui peine à trouver sa place sur le plan géopolitique. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est, pour l'heure, la grande perdante dans cette crise? Vous avez tout à fait raison. L'essence même du projet européen est mise en cause par cette crise. C'est-à-dire, en effet, vous avez deux des principaux piliers sur lesquels repose l'Union européenne qui ont été attaqués. Le marché unique et l'espace Schengen. Le marché unique parce qu'on a vu des pays, et pas des moindres, la France, l'Allemagne, émettre dès le début de la crise des interdictions d'exportation de matériel médical au sein de l'Union européenne. Et puis l'espace Schengen, comme vous l'avez dit, il y a plus d'une douzaine de pays qui ont fermé leurs frontières à un moment ou un autre. Pas la France, d'ailleurs, il faut le remarquer. Mais l'Allemagne, par exemple, le 15 mars, a fermé ses frontières avec 5 pays, dont la France. Il y avait une frontière en Alsace pour la première fois depuis très longtemps. Donc là, il y a vraiment eu une grosse question sur qu'est-ce que c'est que l'Europe, à quoi ça sert, quelle est sa fragilité si, au premier choc, le réflexe de tous les gouvernements, c'est l'État-nation et non pas l'Europe. Emmanuel Macron a toujours appelé de ses voeux l'Europe qui protège. L'Europe qui protège, là, elle n'était vraiment pas au rendez-vous, elle a failli. Dernière question très rapidement, et pour vous mouiller un peu, à quoi il ressemblera cet ordre mondial après? Il y a des critères qui évoluent. Par exemple, en effet, les pays qui ont le mieux géré cette crise vont gagner en influence, vont gagner en soft power, vont gagner en image. Et je crois qu'on parlait déjà beaucoup avant de la compétition entre régimes autoritaires et démocratie libérale. On voyait que les démocraties libérales étaient à la peine d'une certaine manière parce qu'on assistait à cette montée du populisme et du nationalisme et de l'autoritarisme et des leaders forts. Mais finalement, je crois qu'on voit que les leaders forts ne se sont pas mieux débrouillés que les démocraties libérales, que la Chine, par exemple, a dû mettre en place un système de surveillance de masse absolument impressionnant qui fait penser dont on a dit qu'il était même orwellien, qui ne fait aucune envie aux démocraties libérales. Nous ne sommes pas faits de la même manière, nos régimes sont différents et finalement ils montrent une résilience qui relève du consensus, qui je crois va être un critère qui comptera beaucoup aussi. Merci Sylvie Kaufmann pour ce tour d'horizon géopolitique d'aujourd'hui et de demain. Au revoir, merci.